Une directrice du FBI avait été menottée et arrêtée par 2 policiers qui n'avaient même pas pris la peine de vérifier son identité, simplement parce qu'elle était une femme noire au volant d'une voiture de luxe. Cependant, lorsqu'ils découvrirent enfin qui elle était réellement au commissariat, la panique s'empara de tous. La nuit était claire et paisible lorsque Veronica Monroe, directrice du FBI, sortit du restaurant où elle venait de dîner avec quelques collègues. Le parking était presque vide, à l'exception de quelques voitures éparpillées ici et là. Elle se dirigeait vers sa Mercedes-Benz noire lorsqu'elle remarqua une voiture de police qui s'approchait lentement. « Bonsoir, madame », lança l'agent Travis Calloway en sortant du véhicule, la main posée sur son holster. Son coéquipier, Damon Suté, resta légèrement en retrait. « Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ici à cette heure-ci » Veronica inspira profondément. À 45 ans, après plus de 20 ans de service dans les forces de l'ordre, elle savait exactement ce qui se passait. « Je vais à ma voiture, je viens de dîner au restaurant », répondit-elle calmement, en désignant l'établissement encore éclairé. L'agent Calloway plissa les yeux, pointant sa lampe torche directement sur le visage de Veronica. « Cette voiture est à vous, une Mercedes neuve. » Son ton trahissait un scepticisme à peine dissimulé. « Oui, officier, c'est ma voiture », répondit Veronica, demeurant impassible, bien qu'elle ressentît une indignation familière monter en elle. « Je vais avoir besoin de voir vos papiers et la carte grise du véhicule », exigea Calloway. « Ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un comme vous avec une voiture pareille dans le coin. » Veronica ouvrit lentement son sac et en sortit son portefeuille. « Voici mon permis de conduire et mon insigne fédéral », dit-elle en tendant les documents avec calme. Calloway jeta un coup d'œil rapide avant de ricaner et d'échanger un regard complice avec son collègue. « Une insigne fédérale ? Sérieusement ? On va vérifier ça, officier. Je suis Veronica Monroe, directrice du FBI. Si vous vérifiez, madame. » Taisez-vous, s'il vous plaît, coupa sèchement le policier en s'avançant. Mettez vos mains sur la tête pendant qu'on vérifie tout ça. Il n'y a aucune raison de faire ça, je coopère pleinement, insista Veronica, main sur la tête. Tout de suite, ordonna Calloway d'un ton plus ferme. Vous semblez être au mauvais endroit au mauvais moment et votre histoire ne nous convainc pas. Des passants commencèrent à s'arrêter pour observer la scène. La lumière crue de la lampe torche illuminait le visage de Veronica, tandis qu'elle levait lentement les mains. Le métal froid des menottes serra ses poignets avec une force inutile. « C'est absurde », déclara Veronica, tentant de garder une voix posée. « Je vous demande simplement de vérifier mon identité avant d'aller plus loin. »« Vous aurez tout le loisir de vous expliquer au poste », répliqua Suté en la poussant vers la voiture de police, l'installant à l'arrière du véhicule. Veronica sentit les menottes lui rappeler toutes les injustices qu'elle avait vues et combattues tout au long de sa carrière. Les 2 agents continuaient leur conversation comme si elle n'était même pas là. « Tu as vu comment elle a essayé de nous impressionner avec son histoire de FBI ?» ricana Calloway. « Ils ont toujours une excuse, toujours la même. Regarde cette voiture hors de prix, vêtements chers, baratin bien rodé, certainement volé. » Veronica ferma un instant les yeux. Dans son esprit, elle calculait déjà les répercussions de cette arrestation, non seulement pour ses policiers, mais pour l'ensemble du système. Ce n'était pas juste une interpellation injuste, c'était l'arrestation de la mauvaise personne au mauvais moment. Tandis que la voiture filait dans la nuit, Veronica resta silencieuse derrière la vitre. Elle sentait les regards curieux des passants, mais elle ne baissa pas la tête. Ses années de formation et de discipline l'empêchaient de crier l'injustice qu'elle subissait. Les lumières du commissariat apparurent à l'horizon. Veronica savait qu'en quelques minutes, la vie de ces 2 policiers allait basculer à jamais et peut-être que grâce à cette erreur monumentale, elle tiendrait enfin l'occasion d'apporter un véritable changement dans un système qui permettait que de telles scènes se répètent chaque jour, sans témoin, sans justice. « Bienvenue dans votre nouvelle maison pour la nuit », dit Rhea Cowey en s'arrêtant. Il ignorait encore qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Le commissariat était relativement calme en cette nuit de jeudi. Veronica fut conduite à travers les couloirs éclairés par des néons blafards, le bruit métallique des menottes résonnant à chacun de ses pas. Les quelques policiers présents levèrent brièvement les yeux avant de retourner à leurs occupations, habitués à la routine des arrestations. « Salle 3 », indiqua Suté en ouvrant la porte d'une petite salle d'interrogatoire. Veronica entra sans résistance et s'assit sur la chaise en métal, les menottes toujours au poignet. La pièce était froide, avec des murs gris délavés et une table simple au centre. Dans un coin du plafond, une caméra enregistrait chaque mouvement. « Alors, vous voulez nous raconter la vraie histoire maintenant ?» demanda Calloway en s'installant face à elle, un sourire suffisant sur les lèvres. « À qui appartient vraiment cette voiture ? Où avez-vous trouvé ce faux badge ?»
Comme je vous l'ai déjà dit, je suis Véronica Monroe, directrice du FBI, répéta-t-elle calmement. Vous êtes en train de commettre une erreur qui aura de lourdes conséquences. Je vous conseille de vérifier mon identité immédiatement. Eh bien, elle s'accroche à son histoire, ricana Calloway en croisant les bras. On va faire simple, je vais passer vos informations dans le système. Si vous êtes aussi importante que vous le prétendez, ça devrait ressortir. Non, absolument pas, répondit Véronica. Et je vous conseille de vous dépêcher. Calloway quitta la pièce, laissant Véronica seule avec Cowe, qui continuait de la fixer avec méfiance. Vous savez ce qui arrive aux gens qui se font passer pour des agents fédéraux ? Demanda-t-il en se penchant sur la table. C'est un crime, et pas un petit. Je connais parfaitement la loi fédérale, officier, répliqua Véronica. Peut-être même mieux que vous. Un silence tendu s'installa. La confiance de Calloway commençait à vaciller face à l'assurance inébranlable de Véronica. Puis, soudainement, la porte s'ouvrit brusquement. Sutté entra, livide. Travis, appela-t-il d'une voix légèrement tremblante. J'ai besoin de te parler tout de suite. Calloway fronça les sourcils et sortit de la pièce. Véronica entendit des murmures à l'extérieur qui gagnèrent rapidement en intensité. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, non seulement les deux policiers revinrent, mais ils étaient accompagnés d'un homme plus âgé portant les insignes de capitaine sur son uniforme. Son visage était crispé, mélange de colère et de panique. « Directrice Monroe », dit le capitaine Richard Bennett d'une voix mal assurée. « Je vous prie d'accepter nos plus sincères excuses pour ce terrible malentendu. » Il s'approcha rapidement et ôta les menottes de Véronica, ses doigts tremblant légèrement. « Un malentendu ?» répéta Véronica en massant ses poignets. « Non, capitaine, ce n'était pas un malentendu. C'était une démonstration flagrante de préjugés et d'abus de pouvoir. » Les deux policiers restèrent figés près de la porte, Calloway les yeux écarquillés et Sutté en retrait. « Directrice, nous ne savions pas, » balbutia Calloway. « Exactement, » coupa Véronica, sa voix empreinte d'autorité. « Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes même pas donné la peine de vérifier mon identité avant de m'humilier publiquement et de me traiter comme une criminelle. » Le capitaine Bennett passa un mouchoir sur son front. « Ces agents seront sanctionnés comme il se doit, directrice Monroe, je vous le garantis. »« Je ne suis pas intéressée par des promesses creuses, capitaine, » rétorqua Véronica en se levant. Son maintien imposait désormais toute la puissance de son rang. Ce qui s'est passé ce soir n'est que le symptôme d'un problème bien plus vaste. Elle fixa les deux policiers qui semblaient maintenant vouloir disparaître dans le mur. « J'ai une question, » continua Véronica en avançant d'un pas. « Et si je n'avais pas été la directrice du FBI ? Si j'avais été une simple femme noire sans pouvoir ni influence pour me défendre, que me serait-il arrivé ce soir ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne dans la pièce n'avait de réponse qui ne les enfoncerait davantage. « C'est cela qu'il faut questionner, » poursuivit Véronica. « Pas seulement l'erreur que vous avez commise avec moi, mais celle qui se produit tous les jours au détriment de ceux qui n'ont pas de voix. » Le capitaine Bennett baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant de Véronica. « Directrice Monroe, comment pouvons-nous réparer cette situation ?» demanda-t-il finalement. « Cela dépasse de loin de simples excuses ou une sanction administrative, » répondit-elle. « Ce commissariat, cette ville, ce pays ont besoin de changements concrets et vous venez de m'offrir la plateforme idéale pour les exiger. » La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Dès le lendemain matin, toutes les grandes chaînes d'information couvraient l'affaire. Une directrice du FBI arrêtée injustement, titraient les journaux. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'interpellation filmée par un passant comptait déjà des millions de vues. Dans le bureau du maire, Everett Sinclair, c'était la panique générale. Les conseillers allaient et venaient à toute vitesse. Les téléphones sonnaient sans relâche et le maire lui-même semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire dans notre ville ? S'emporta Sinclair, frappant du poing sur la table lors d'une réunion de crise. 2 policiers viennent de ruiner la réputation de toute mon administration. « Monsieur, la directrice Monroe est ici pour la réunion », annonça sa secrétaire, interrompant son monologue. Véronica entra d'un pas assuré, accompagnée de 2 conseillers du FBI, impeccablement vêtus de tailleurs noirs. Elle dégageait une autorité indiscutable. La directrice Monroe s'avança, le maire tendant la main au nom de toute notre ville, désireux de lui présenter ses plus sincères salutations. « Épargnez-moi les formalités », coupa Véronica en acceptant brièvement la poignée de main. « Je ne suis pas ici pour des excuses, mais pour discuter de solutions concrètes. » Le sourire crispé du maire vacilla. « Bien sûr,
Bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. Comment pouvons-nous résoudre ce malheureux incident? Ce n'est pas un incident, monsieur le maire, c'est un problème systémique, répliqua Véronica en prenant place. Les agents Callow et Suté ont été suspendus, mais cela ne suffit pas. Nous avons ouvert une enquête interne, intervint le chef de la police Martinez, également présent à la réunion. Ils seront sanctionnés comme il se doit. Véronica haussa un sourcil. Une enquête interne, chef Martinez? Le FBI prend en charge cette affaire dès maintenant, et il ne s'agit pas seulement de punir 2 policiers. C'est toute la culture policière de cette ville qu'il faut remettre en question. Un silence pesant s'installa dans la salle. Personne ne s'attendait à une intervention fédérale aussi directe. Qu'attendez-vous exactement de nous, directrice? 3 choses, répondit Véronica en levant un doigt. Premièrement, une révision complète des protocoles d'interpellation avec de nouvelles directives strictes contre le profilage racial. Deuxièmement, une formation obligatoire sur les préjugés et la discrimination pour l'ensemble des forces de l'ordre, sans exception. Troisièmement, la création d'une commission citoyenne indépendante pour superviser les plaintes contre les policiers. Le maire et le chef de la police échangèrent un regard inquiet. « Directrice Monroe, commença le maire, je comprends votre frustration, mais mettre en place toutes ces mesures d'un seul coup serait exactement ce qu'il faut faire, l'interrompit Véronica. Le ministère de la Justice suivra cette affaire de très près. À l'extérieur, des cris et des slogans résonnaient. Des centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant l'hôtel de ville, exigeant justice. Des pancartes affichaient le visage de Véronica et des messages tels que « Si cela lui est arrivé, cela peut arriver à nous tous ». Véronica jeta un coup d'œil par la fenêtre avant de reprendre « L'opinion publique est de mon côté, monsieur le maire », dit-elle en désignant la foule. « Et plus important encore, la loi est de mon côté. » Sinclair poussa un profond soupir. « Très bien, directrice Monroe, nous allons mettre en œuvre vos recommandations, mais j'aurai besoin de temps pour organiser tout cela. » « Vous avez 1 semaine pour me présenter un plan détaillé, » répondit Véronica en se levant. « Et Callow et Suté ne doivent pas seulement être suspendus. Je veux qu'ils soient mis à pied immédiatement en attendant les conclusions de l'enquête. » En quittant le bureau du maire, Véronica fut aussitôt entourée par une nuée de journalistes. Les flashs crépitaient autour d'elle. « Directrice Monroe, que va-t-il arriver aux policiers qui vous ont arrêté? Directrice, cet événement va-t-il modifier les procédures du FBI concernant les forces de l'ordre local? Pensez-vous que cet incident peut réellement changer le système? » Véronica s'arrêta un instant face aux caméras. « Ce qui m'est arrivé hier soir n'est pas un cas isolé. C'est une réalité quotidienne pour des citoyens qui, eux, n'ont pas le pouvoir de se défendre comme moi. Ce combat ne concerne pas que moi, il concerne des milliers de personnes victimes de discrimination et d'abus d'autorité. Et oui, nous allons transformer cet instant en un véritable moteur de changement. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, la foule rassemblée à l'extérieur éclata en applaudissements. Cette nuit-là, Véronica Monroe n'était plus seulement la directrice du FBI, elle était devenue un symbole de lutte et d'espoir. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation injuste de Véronica Monroe. Ce qui avait commencé comme un incident local s'était transformé en un véritable catalyseur de changement à l'échelle nationale. Le procès des ex-agents Callow et Suté attirait désormais l'attention de tout le pays. Ce matin-là, le tribunal était bondé. Journalistes, militants et citoyens ordinaires remplissaient chaque siège disponible, assis aux côtés de leurs avocats. Les 2 anciens policiers baissaient la tête, tandis que le juge Henderson s'apprêtait à rendre son verdict. « Veuillez vous lever pour l'énoncé du jugement. » Callow et Suté se levèrent lentement. Pendant le procès, ils avaient tenté de justifier leurs actes en évoquant une suspicion légitime et des procédures standards, mais les preuves contre eux étaient accablantes. La vidéo, les témoignages et leur propre comportement lors de l'interpellation avaient scellé leur sort. Ce tribunal a déclaré les accusés, Travis Callow et Damon Sutter, coupables d'abus de pouvoir, d'arrestation illégale et de violation des droits civiques, annonça le juge Anderson, sa voix résonnant dans le silence lourd de la salle. En plus des peines déjà évoquées, ce tribunal a décidé que les accusés seraient définitivement interdits d'exercer toute fonction au sein des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Un murmure a parcouru l'Assemblée, la sentence était historique. Rarement des policiers avaient été confrontés à des sanctions aussi sévères. Vos actes cette nuit-là n'ont pas seulement enfreint les lois que vous étiez censés faire respecter, ils ont également brisé la confiance du public, élément essentiel au bon fonctionnement de nos institutions, poursuivit le juge. Ce procès a rappelé à tous que personne n'est au-dessus des lois, surtout pas ceux qui sont chargés de les appliquer.
À l'arrière de la salle, Véronica observait en silence, refusant de s'asseoir au premier rang pour ne pas détourner l'attention de ce moment crucial. Pour elle, cette affaire n'avait jamais été une question de vengeance personnelle, mais bien de changement. À la sortie du tribunal, une jeune journaliste interpella la directrice Monroe. Après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a concrètement changé dans le système? Véronica s'arrêta, réfléchissant soigneusement à sa réponse. Au cours des 6 derniers mois, 27 services de police à travers le pays ont adopté de nouveaux protocoles d'interpellation. Le Congrès débat actuellement d'un projet de loi fédérale sur la supervision des forces de l'ordre. Plus de 10 000 agents ont suivi une formation sur les biais inconscients. Ce sont des avancées concrètes, déclara-t-elle. Mais le plus important, c'est l'évolution du débat national. Nous parlons enfin de ces problèmes ouvertement. Si vous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose à cette nuit-là? Demanda une autre journaliste. Véronica marqua une pause, fixant la caméra. À cet instant, elle ne s'adressait pas seulement aux journalistes, mais à chaque personne ayant déjà ressenti le poids de l'injustice. « J'aurais parlé plus tôt », répondit-elle simplement, parce que ce combat n'a jamais été que le mien. Dans les semaines suivantes, Véronica fut reçue à la Maison-Blanche où elle assista à la signature de la loi Monroe sur la responsabilité policière. Ce texte législatif établissait de nouvelles normes fédérales en matière d'interpellation et mettait en place des mécanismes indépendants de supervision. Lors d'une conférence internationale sur les droits civiques à Genève, elle partagea son expérience avec des dirigeants du monde entier. Son discours, retransmis à l'échelle mondiale, toucha des millions de personnes. La véritable épreuve d'un système ne réside pas dans la façon dont il traite les puissants, mais dans la manière dont il protège les plus vulnérables, déclara-t-elle. Mon poste m'a donné une voix, mais ma responsabilité est d'utiliser cette voix pour ceux qui n'ont pas ce privilège. 1 an après l'incident, Véronica se rendit dans une école d'un quartier défavorisé de sa ville natale. Là, parmi les sourires des enfants, elle vit l'impact réel de son combat. « Quand je serai grande, je veux être comme vous », déclara une fillette de 10 ans, les yeux pétillants d'admiration. « Je veux changer les règles injustes. » Les règles ne changent que lorsque des personnes courageuses comme toi décident qu'il est temps de les faire évoluer, répondit-elle. Et n'oublie jamais, la justice ne doit pas être un privilège pour certains, elle doit être un droit pour tous. En quittant l'école, Véronica réfléchit à la manière dont une nuit terrible de sa vie s'était transformée en un levier de changement pour les générations futures. Elle savait que la lutte était loin d'être terminée, qu'il y aurait des résistances et des retours en arrière, mais quelque chose de fondamental avait changé. Les gens qui acceptaient autrefois ces injustices en silence osaient désormais parler. Les communautés qui se sentaient impuissantes s'organisaient et exigeaient des comptes, et les institutions qui, depuis trop longtemps, résistaient à la réforme étaient désormais contraintes d'évoluer. Alors qu'elle s'éloignait, son téléphone sonna. C'était le nouveau chef de la police de la ville. Il l'appelait pour lui annoncer que la dernière phase du programme de réforme venait d'être mise en place. Tous les agents étaient désormais équipés de caméras corporelles et un comité citoyen indépendant supervisait chaque plainte contre les forces de l'ordre. Véronica esquissa un sourire. De petits pas, peut-être, mais dans la bonne direction. La route vers une justice véritable serait longue, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment que le mouvement était enfin enclenché. Et vous, quelle est votre histoire ? Cette histoire nous pousse à réfléchir à la place que prennent encore les discriminations dans notre société, même lorsqu'elles touchent des personnes occupant des postes de pouvoir. Mais combien de personnes vivent ces injustices chaque jour sans avoir de voix pour les défendre ? Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une situation de discrimination ? Comment avez-vous réagi ? Partagez votre expérience en commentaire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent en prendre conscience. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.